La qualité des résultats des tests d'hémostase repose en partie sur la maîtrise du processus préanalytique et notamment l'étape de prélèvement. Avant la ponction veineuse, le lavage antiseptique des mains doit être rigoureux. Se mouiller les mains, savonner durant 1 minute, mains et poignets en insistant sur le dos des doigts, des mains et le pourtour des ongles. Rincer abondamment en allant des mains vers les coudes. Sécher par tamponnement et fermer le robinet avec l'essuie-mains. En fonction de la prescription, préparez le matériel de ponction comprenant un conteneur à déchets, contaminé et tranchant, le garrot, des gants à usage unique, des compresses ou boules de coton, des tubes de prélèvement, un antiseptique pouvant être de l'alcool modifié à 70 degrés et le système de prélèvement comprenant un corps de pompe à usage unique et une aiguille épicrânienne de 1 à 0,7 mm équipée d'une tubulure et d'un adaptateur au corps de pompe. La ponction veineuse est réalisée chez le patient si possible au repos depuis 15 minutes et à jeun. Le patient est en position assise et le prélèvement est réalisé au pli du coude uniquement après avoir vérifié l'identité du patient et la prescription médicale. Posez le garrot, inclinez le bras vers le bas, tapotez légèrement le site de ponction avec l'index, mettre des gants pour diminuer le risque d'exposition au sang, pratiquer une antisepsie de la peau en utilisant des compresses imbibées de solution antiseptique et en décrivant un cercle allant de l'intérieur vers l'extérieur. Réalisez la ponction veineuse en introduisant l'aiguille sous un angle de 30 degrés, biseau vers le haut, puis abaissez légèrement l'aiguille parallèlement à la peau et pénétrez doucement la veine. Desserrez le garrot lorsque le sang est présent dans la tubulure. Introduire les tubes de prélèvement en respectant l'ordre. Le tube de coagulation se prélève toujours en seconde position après un tube sans additif. Vérifiez que le tube est correctement rempli et agitez doucement le tube en retournant 8 à 10 fois. Retirez l'aiguille et comprimez le point de ponction pour éviter un hématome. Jetez l'aiguille et le corps de pompe dans le conteneur à déchets contaminé. Mettre un pansement compressif au point de ponction. L'étape préanalytique comprend également l'acheminement correct au laboratoire qui ne doit pas excéder les 2 heures à des températures de transport de 15 à 22 degrés Celsius. Pour les tests de coagulation, une centrifugation de 15 minutes à 3500 tours par minute ou 1500 G sans phase de freinage à des températures comprises entre 15 et 22 est réalisée. L'objectif est d'obtenir un plasma pauvre en plaquettes. Avant l'analyse, le remplissage du tube et le ratio culot-plasma devraient être vérifiés. Le tube doit être rempli à plus de 90%. L'exploration de la coagulation repose sur la réalisation de temps de coagulation. Plusieurs techniques peuvent être employées. Des techniques manuelles, semi-automatisées ou automatisées détectant la formation du caillot par détection optique ou mécanique. La mesure du temps de coagulation par technique manuelle peut être réalisée à l'aide de matériel simple. Un bain-marie à 37 degrés Celsius, un chronomètre, des tubes à hémolyse et une pipette. Après ajout du réactif déclenchant et une durée d'incubation adéquate, la détection de la formation du caillot se fait à l'œil nu après agitation douce du tube. Le chronomètre est arrêté lorsque le caillot s'est formé. Visuellement, le milieu réactionnel passe d'un état liquide s'écoulant le long de la paroi du tube à un état visqueux traduisant la fibrinoformation.
Le caillou constitué du réseau de fibrine est un amas trouble et visqueux. Il est également possible de réaliser des temps de coagulation grâce à des petits automates à détection mécanique. Au sein de la cuvette réactionnelle est placée une bille métallique. Cette bille métallique tourne sur elle-même et la cuvette réactionnelle est également en rotation, où un champ électromécanique entraîne des oscillations de la bille au sein de la cuvette, oscillations retardées et stoppées lorsque le caillot se forme. Le plasma est déposé à l'aide d'une pipette dans la cuvette contenant une bille métallique. Après ajout du réactif intermédiaire, incubé à 37 degrés Celsius sur l'automate, comme la céphaline par exemple, le temps d'incubation programmé sur l'automate est déclenché. Une alarme sonore prévient l'opérateur de la fin du temps d'incubation. L'ajout de réactifs déclenchant déclenche automatiquement le chronomètre et la mesure du temps de coagulation. Lorsque le caillot s'est formé, le chronomètre s'arrête et le résultat est imprimé. La détection mécanique de la coagulation repose sur le changement de phase du milieu qui entraîne un changement de mouvement de la bille métallique. Lorsque le milieu est liquide, la bille tourne sur elle-même. L'ajout de réactifs déclenchants initie la coagulation. Le milieu change de phase et la bille tourne avec la cuvette comme ici à gauche. Ce changement de mobilité est détecté par l'automate qui arrête alors le temps. Il existe également des techniques entièrement automatisées permettant la mesure des temps de coagulation, soit par détection optique, soit par détection mécanique. L'automate est muni d'une zone réactive où les réactifs intermédiaires et déclenchants sont réfrigérés. Le prélèvement est positionné sur un portoir au niveau de la zone échantillon. De façon automatique et informatisée, l'automate va prélever le plasma et les réactifs selon le test demandé. La réaction de coagulation est réalisée au niveau de la zone réactionnelle où s'effectue le mélange plasma-réactif. Le temps est déclenché automatiquement, permettant une mesure automatisée du temps de coagulation. La réaction de coagulation est visualisée sous forme d'une courbe mesurant la lumière transmise à travers la zone réactionnelle en fonction du temps. La réaction de coagulation va engendrer un trouble du milieu, engendrant une diminution de la lumière transmise. Cette diminution est détectée par l'automate qui arrête le temps. Le temps de Kuik explore la voie extrinsèque de la coagulation. Les réactifs nécessaires à ces réalisations sont le plasma préalablement incubé 2 minutes à 37 degrés Celsius, la thromboplastine contenant du facteur tissulaire, des phospholipides et du calcium, « 100 microlitres de plasma sont incubés 2 minutes à 37 degrés Celsius, 200 microlitres de thromboplastine sont ajoutés au plasma et le chronomètre est alors déclenché. Le milieu est agité et la lecture commence. Le chronomètre est arrêté dès la formation du caillou. Le temps de Kuik est exprimé en secondes, mais peut être converti grâce à une droite étalon, la droite de Thivol en taux de prothrombine exprimé en pourcentage. Le temps de Kuik peut également être exprimé en INR, qui est un ratio normalisé tenant compte de l'index de sensibilité internationale
de la thromboplastine utilisée. Ce mode d'expression est recommandé pour les patients traités par les antivitamines K. Le TCA, ou temps de céphaline avec activateur, explore la voie intrinsèque de la coagulation. Pour réaliser ce temps de coagulation, les réactifs nécessaires sont la céphaline contenant des phospholipides et un activateur de la phase contact, et du calcium. À 100 microlitres de plasma sont ajoutés 100 microlitres de céphaline incubée à 37 degrés Celsius. Le mélange est incubé 3 minutes à 37 degrés. « 100 microlitres de calcium sont ajoutés et le chronomètre est déclenché. Le milieu est agité. Le chronomètre est arrêté dès la formation du caillot. Le TCA est exprimé en secondes. Il peut également être exprimé en ratio par rapport à un TCA témoin défini sur un pouls de témoin. Cependant, les valeurs normales du TCA sont variables en fonction du type de céphaline utilisé, du mode de détection utilisé et surtout variables en fonction de l'âge puisque le TCA est physiologiquement plus long chez le nouveau-né. Il est donc recommandé de déterminer des valeurs de référence dans chaque laboratoire. Ces valeurs sont définies à partir des résultats obtenus sur au moins 30 individus sains. Le principe du dosage des facteurs de la coagulation repose sur le principe du temps de Quick ou du TCA. Le dosage du facteur 7 repose par exemple sur le principe du temps de Quick. Les réactifs nécessaires sont un tampon dans lequel sera dilué l'échantillon, un plasma déficient en facteur 7, de la thromboplastine. Il est recommandé d'utiliser de la thromboplastine recombinante pour le dosage de facteur 7 en raison de sa sensibilité supérieure au déficit en facteur 7. L'échantillon est au préalable dilué dans un tampon imidazole. Il est recommandé de réaliser une dilution au 1/5 ou au 1/10. La dilution est vortexée et 100 microlitres de cette dilution sont déposés dans un tube à hémolyse à 37 degrés. « 100 microlitres de plasma déficient en facteur 7 sont ajoutés, la seule source de facteur 7 étant le facteur 7 apporté par l'échantillon. La même technique est utilisée pour le dosage du facteur 2, du facteur 5 ou du facteur 10. Seule la nature du plasma déficient change. Le mélange est incubé 2 minutes à 37 degrés. « 200 microlitres de thromboplastine sont alors ajoutés en déclenchant le chronomètre afin de réaliser un temps de Quick sur ce mélange. Le temps de Quick est généralement plus long puisque le plasma a été dilué. Le chronomètre est arrêté au moment de la coagulation. Pour obtenir le taux de facteur, le temps obtenu est alors reporté sur une droite d'étalonnage préalablement tracée sur un papier semi-log à partir d'un plasma standard dont on connaît le taux exact de facteur 7. Les dosages de facteur 8 et de facteur 9 reposent sur le principe du TCA.
Les réactifs nécessaires sont du tampon, un plasma déficient en facteur 8 ou en facteur 9, de la céphaline et du calcium. Le plasma est au préalable dilué au 1/10 dans un tampon imidazole. À 100 microlitres de cette dilution, placée dans un tube à hémolyse, sont ajoutés 100 microlitres de plasma déficient en facteur 8. Le mélange est vortexé et placé à 37 degrés. « 100 microlitres de céphaline sont ajoutés et le mélange est incubé 3 minutes à 37 degrés. La réaction de coagulation sera déclenchée par l'ajout de 100 microlitres de calcium. Le temps de coagulation obtenu sera un TCA directement proportionnel à la quantité de facteur 8 contenue dans l'échantillon. Le temps obtenu sera reporté sur une droite d'étalonnage préalablement tracée à partir des temps obtenus avec un plasma standard dont le taux de facteur 8 est connu. Les recommandations à suivre pour la réalisation de ces dosages sont: utiliser un vrai plasma déficient en facteur 8 ou en facteur 9, ou à défaut un plasma d'hémophile sévère afin de pouvoir diagnostiquer les formes sévères d'hémophilie. Il faut également bien connaître la sensibilité de la céphaline utilisée pour ces dosages et réaliser ces dosages en l'absence d'héparine dans le prélèvement qui risque de fausser le résultat. Ces dosages sont réalisés après avoir tracé une droite d'étalonnage à l'aide d'un plasma standard sur une gamme étendue permettant de mesurer des taux faibles de facteur 8 ou de facteur 9. Il est également recommandé de réaliser ces dosages sur au moins 2 dilutions du plasma afin de détecter une possible interférence des anticoagulants circulants de type Leupic. Ces anticoagulants circulants sont des anticorps hétérogènes dirigés contre les phospholipides et peuvent neutraliser les phospholipides de la céphaline et allonger les temps de coagulation. En l'absence d'interférence, les résultats obtenus sont identiques, quelle que soit la dilution, et les taux reportés sur un graphe forment une droite parallèle à la droite d'étalonnage. En revanche, la droite des dilutions n'est plus parallèle en cas d'interférence et il existe un risque de rendre un taux faussement abaissé. Les dilutions du plasma permettent de diluer l'anticoagulant circulant et de diminuer l'interférence. Le taux le plus juste sera le résultat obtenu après la première dilution, permettant de retrouver le parallélisme avec la droite d'étalonnage. Pour le dépistage d'un antifacteur 8, il faudra utiliser un plasma dont on connaît précisément le taux de facteur 8 et les réactifs permettant le dosage de facteur 8 tels qu'un plasma déficient en facteur 8, de la céphaline et du calcium. 2 types de bain-marie à 37 degrés et 56 degrés sont également nécessaires. Avant de débuter l'épreuve de neutralisation, le plasma testé doit être chauffé à 56 degrés pendant une demi-heure. 500 microlitres de plasma sont déposés dans un Eppendorf et chauffés au bain-marie sec à 56 degrés pendant une demi-heure. Ceci permet de détruire le facteur 8 potentiellement présent dans le plasma et de dissocier les complexes facteur 8 antifacteurs. Au bout d'une demi-heure, 2 mélanges seront réalisés à partir d'une même source de facteur 8.
200 microlitres de plasma de référence dont le taux de facteur 8 est connu sont déposés dans chacun des deux tubes. 200 microlitres de tampons sont déposés dans le tube témoin. Ce mélange constitue le mélange contrôle ici en vert. 200 microlitres de plasma attesté préalablement chauffé à 56 degrés sont déposés dans le tube malade. Ce mélange constitue le mélange malade ici en rouge. Les deux mélanges sont placés 2 heures à 37 degrés. Le temps d'incubation doit être strictement respecté en raison de la cinétique temps et température dépendant des inhibiteurs antifacteur 8. Au bout de 2 heures d'incubation, un dosage de facteur 8 est réalisé sur chaque mélange. Le taux de facteur 8 résiduel est calculé en faisant le rapport des taux obtenus sur le mélange malade et le mélange témoin. Si le taux de facteur 8 résiduel est inférieur à 75%, il existe une neutralisation du facteur 8 dans le mélange malade et il existe un inhibiteur qu'il va falloir titrer. Le titre en unité Bethesda de l'inhibiteur peut être déterminé par l'intermédiaire d'une droite de conversion qui définit l'unité Bethesda. C'est la quantité d'anticorps contenue dans 1 ml neutralisant 50% du facteur 8 contenu dans 1 ml de plasma normal. Le titre de l'inhibiteur sera déterminé par la dilution du plasma qui permettra d'obtenir un facteur 8 résiduel proche de 50%. Le titre étant l'inverse de la dilution. Si la méthode Bethesda est la technique la plus répandue, il est cependant recommandé d'utiliser la méthode de Nijmegen afin d'améliorer la spécificité de la technique. Les modifications apportées sont l'utilisation d'un plasma déplété en facteur 8 au lieu du tampon pour la réalisation du mélange contrôle et également tamponner la source de facteur 8 utilisée. Le dépistage et le titrage d'un antifacteur 9 reposent sur le même principe, mais il n'est pas nécessaire de préchauffer à 56 degrés et le temps d'incubation n'est que de 30 minutes. L'exploration de l'hémostase primaire repose sur l'utilisation de tests globaux permettant le dépistage d'une anomalie de l'hémostase primaire telle que la numération plaquettaire et les temps d'occlusion plaquettaire. Ces temps d'occlusion sont réalisés de façon semi-automatisée sur un automate où 2 types de cartouches sont utilisés. Les cartouches sont ouvertes et déposées sur l'appareil. Le prélèvement est réalisé sur tube citraté. Avant l'analyse, les plaquettes sont remises en suspension par agitation douce en retournant le tube. « 800 microlitres de sang total sont déposés dans chaque cartouche. L'analyse est programmée par l'opérateur et l'automate enclenche le flux au sein de chaque cartouche. La mesure du flux se fait en temps réel. En présence d'inducteurs, ADP ou épinéphrine, les plaquettes vont adhérer à la membrane de collagène, s'activer, puis agréger pour former un thrombus blanc. Ce thrombus blanc va obstruer peu à peu, puis complètement le canal et stopper le flux. L'automate mesure le temps nécessaire à l'obstruction du flux. Lorsque les 2 canaux sont obstrués, l'automate imprime les 2 temps d'occlusion à l'ADP et à l'épinéphrine.
Ces temps sont exprimés en secondes. Pour que l'analyse soit réalisable, il est recommandé de conserver un flux laminaire. C'est pourquoi l'hématocrit doit être supérieur à 25% et les plaquettes supérieures à 70 gigalitres. Lorsque les deux temps sont allongés, ceci oriente vers une forme sévère de maladie de Willebrand ou de thrombopathie. En revanche, des temps d'occlusion normaux n'excluent pas totalement des formes modérées de maladie de Willebrand. Il est donc nécessaire de disposer de tests spécifiques pour explorer l'hémostase primaire et notamment pour le diagnostic de la maladie de Willebrand. Le dosage de l'activité cofacteur de la ristocétine peut être réalisé par technique d'agglutination sur lame en utilisant de la ristocétine et un tampon de dilution. Différentes dilutions du plasma à tester sont réalisées dans un tampon. 50 microlitres d'un témoin négatif constitué uniquement du tampon sont déposés sur une plaque de verre